Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de mots de passe et des appliances de sécurité. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier les attaques liées aux mots de passe, les critères d'un bon mot de passe et la façon dont gérer ces mots de passe. Et pour terminer, nous parlerons et donnerons le rôle des appliances de sécurité. Avant de continuer, comme d'habitude, nous allons aller répondre à la question posée dans la vidéo précédente qui était: de quelle façon les zombies sont-ils utilisés dans les attaques contre la sécurité? A. Ils sont un groupe de machines pour trouver des ports ouverts afin de déterminer quels services sont en fonctionnement. B. Il s'agit des segments de code créés de façon malveillante pour remplacer des applications légitimes. C. Ce sont des ordinateurs infectés qui effectuent une attaque par déni de service. Et D. Ils ciblent des personnes précises pour obtenir les informations d'entreprise et des informations personnelles. Donc, vous savez que lorsqu'on parle des zombies, c'est un groupe de machines infectées. Ce qui implique que la réponse ici est C. Ce sont des ordinateurs infectés qui effectuent une attaque par déni de service. Avant de continuer cette vidéo, je tenais au nom de la team Sec Academy présenter nos excuses car nous avons passé énormément de temps, je pense, et pratiquement 6 mois aujourd'hui sans publier de vidéos sur la chaîne. Et vous avez été nombreux à envoyer des mails pour savoir si la chaîne avait été fermée. Eh bien non, la chaîne n'a pas été fermée. C'est juste parce que on avait beaucoup de projets entre temps et ça nous prenait énormément de temps. Mais nous allons essayer dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, de publier régulièrement des vidéos sur la chaîne. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et à liker la vidéo car le contenu va être également très intéressant comme les précédentes vidéos. Dans cette première partie, nous allons parler de mots de passe. Tout d'abord, nous allons définir un mot de passe. Un mot de passe est un mot, une série de caractères utilisés comme moyen d'authentification pour prouver son identité lorsque l'on désire accéder à un lieu protégé, à un compte informatique, un ordinateur, un logiciel ou encore un service dont l'accès est limité et protégé. Comme vous le savez sans doute, le mot de passe est aujourd'hui le mode d'authentification le plus répandu. En effet, c'est le mode d'authentification le plus simple à mettre en place sur des services quotidiens. Mais ce mot de passe n'est pas exempt de risques. Nous allons poursuivre avec les risques liés au mot de passe. Même s'il n'élimine pas l'ensemble des risques, le principe d'authentification permet toutefois de réduire les risques d'usurpation d'identité. Les risques peuvent varier en fonction du type d'authentification et de la nature des preuves apportées. Retenez bien qu'un mot de passe est un élément secret que vous seul devez connaître car il conditionne l'accès à vos données et services en ligne. Le risque principal donc lié à son utilisation est sa divulgation à un tiers, ce qui pourrait en faire un usage malveillant. Et les causes de divulgation peuvent être multiples. De la négligence à la malveillance. Donc, on parle de divulgation par négligence dans les cas suivants. L'utilisation d'un mot de passe faible, l'inscription du mot de passe sur un support accessible à un tiers, diffusion à un tiers de façon orale ou écrite,
L'authentification sur un service via un port non sécurisé tel que HTTP, IMAP, POP3, etc. au lieu de HTTPS, IMAP-S et POP-S. Il y a également l'utilisation d'un ordinateur qui ne soit pas de confiance et potentiellement infecté et un mot de passe enregistré sur le navigateur Internet sans protection. La divulgation d'un mot de passe peut également faire suite à un acte de malveillance. Il peut s'agir d'une authentification sur un service illégitime, d'une attaque par ingénierie sociale, d'une attaque par force brute ou de la divulgation d'une base de données de mots de passe d'un service mal sécurisé. Gardez bien en tête que lorsque votre mot de passe a été divulgué, il perd son caractère confidentiel. Pour en savoir plus sur la confidentialité d'une donnée, je te renvoie aux 3 premières vidéos de cette formation. Un individu malveillant peut alors usurper votre identité sur un service en ligne et effectuer des actions en votre nom. Les conséquences varient en fonction du type de service impacté et des objectifs des individus malveillants. Nous allons lister quelques exemples. Nous avons la compromission du message personnel sur votre messagerie électronique, la destruction des données, la publication des messages ou photos préjudiciables sur vos réseaux sociaux, l'achat sur des sites en ligne en votre nom, les virements bancaires sur le site de votre banque, par exemple, et bien d'autres. Pour terminer cette partie, voici quelques conseils à suivre si vous avez été victime d'usurpation d'identité. Dans le cadre de votre activité professionnelle, prévenir le responsable de la sécurité informatique. Déposez plainte auprès des services de police. Signaler immédiatement l'usurpation auprès des services bancaires, sociaux ou administratifs concernés. Demandez à vos groupes d'amis des discussions d'effacer les messages préjudiciables qui n'émanent pas de vous. Nous allons continuer avec les attaques sur les mots de passe. Comme nous l'avons vu dans les principes d'authentification, les mots de passe ne sont pas infaillibles. Je te renvoie donc à la 4e, je pense à la 4e ou 5e vidéo de cette formation si tu veux en savoir plus sur le principe d'authentification. Il existe 2 types d'attaques pour s'emparer des mots de passe, parmi lesquels nous avons les attaques directes et les attaques indirectes sur les mots de passe. En ce qui concerne les attaques indirectes, nous pouvons la définir comme étant celle par laquelle un attaquant va s'attaquer de manière concrète à votre mot de passe ou au système d'authentification. Ce type d'attaque lui permet de récupérer votre identité et mot de passe pour se connecter ensuite sur votre compte en utilisant les mêmes moyens que le vôtre. Comme exemple d'attaque directe, nous avons l'attaque par force brute. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons essayer, quand nous allons donner une attaque, je vais essayer à chaque fois de définir l'attaque. Nous avons pour commencer l'attaque par force brute, qui est la plus simple. Elle consiste tout simplement à tester les mots de passe possibles, un à un, jusqu'à tomber sur le bon mot de passe. Raison pour laquelle elle est considérée comme la moins rapide. Nous avons l'attaque par dictionnaire. Elle suppose que vous utilisez un mot de passe facile à retenir, comme un lieu de naissance, un prénom ou une date marquante d'un événement, ou encore la combinaison de ces différents éléments. Dans ce cas, l'attaquant peut recourir à de l'ingénierie sociale pour soutirer des informations et récolter des informations sur vous. Notez également que pour préparer cette attaque, les attaquants fabriquent des dictionnaires composé d'une liste de mots de passe potentiels contenant les mots de passe du dictionnaire avec plus ou moins de personnalisation selon la personne, la nationalité, l'âge ou bien d'autres informations qu'il peut récolter sur vous. Avec un peu de recherche sur Internet, vous pouvez trouver des dictionnaires prêts à l'emploi et adaptés à la langue de la cible. Nous allons continuer avec les attaques par permutation. L'attaque par permutation est
une variante de l'attaque par dictionnaire et elle consiste tout simplement à fabriquer des dictionnaires en modifiant certains caractères. Comme par exemple, la plupart des personnes, lorsqu'ils créent un mot de passe, ils utilisent le A, ils utilisent le arrobas à la place du A. Comme vous le voyez, ils utilisent le arrobas à la place du A et le 0 à la place du O. Vous avez un exemple juste en dessous, mot de passe. Nous allons poursuivre donc avec l'attaque distribuée. L'attaque distribuée ici est une attaque qui permet de repartir la charge de travail entre plusieurs ordinateurs en testant un ensemble de mots de passe en parallèle. Cette attaque a été expliquée dans la vidéo précédente. Donc si tu veux en savoir plus sur cette attaque, je te renvoie à la vidéo précédente de cette formation. Donc, supposons qu'un attaquant contrôle 20 000 ordinateurs. Il pourra alors lancer son programme sur ces 20 000 ordinateurs en distribuant les calculs, accélérant ainsi 20 000 fois le temps de calcul de son attaque. Nous allons poursuivre avec l'attaque de proximité. Elle regroupe ici toutes les attaques qui seront sans intermédiaire, qu'il s'agisse d'humains ou de machines. Il peut s'agir d'un coup d'œil au-dessus de votre épaule ou encore d'un visiteur dans l'entreprise qui regarde sous le clavier. Les prestataires de services externes à l'entreprise et disposant d'un accès aux locaux sont également des attaques de proximité possibles. On désigne cette attaque alors par le terme en anglais Evil Mate Attack. Notez que d'autres attaques peuvent également être plus sophistiquées, comme deviner votre mot de passe juste en écoutant le spectre électromagnétique du clavier. Comme attaque de proximité, nous avons le piégeage du poste. Elle consiste tout simplement à piéger le matériel informatique, comme par exemple votre poste de travail. Et elle peut concerner n'importe quelle partie de l'équipement, que ce soit le port USB, la carte mère, le disque dur et autre chose. Notez également que les attaques matérielles sont souvent très difficiles à détecter. Vraiment très difficiles à détecter pour les attaques matérielles. Nous avons en deuxième point ici les keyloggers USB. Elle consiste à corrompre votre poste pour récupérer des mots de passe en connectant directement la clé au niveau des ports USB de votre poste ou directement au niveau de la carte mère. Et pour terminer avec le troisième point, les programmes malveillants. Ce piégeage peut aussi être réalisé par un programme malveillant qui peut lui aussi enregistrer toutes les frappes saisies au clavier et les transmettre par internet aux individus qui contrôlent le programme en question. Vous avez par exemple des virus, des chevals de Troie. Vous pouvez consulter la vidéo précédente pour en savoir également plus. Nous allons poursuivre avec l'attaque sur la mémoire. Lorsque votre disque dur n'est pas chiffré, il est possible d'en extraire beaucoup d'informations sans avoir besoin de connaître le mot de passe de l'utilisateur. Pour éviter que votre mot de passe ne soit facilement intercepté, ne les écrivez pas sur un poste IT, ne les sauvegardez pas dans des fichiers tests utilisés comme mémo et ne les partagez surtout pas par mail. Donc, nous allons poursuivre avec les attaques indirectes. Donc, voici un schéma qui illustre une attaque directe. Vous voyez que l'attaquant attaque direct sa victime de manière très concrète ici. Donc, les attaques indirectes, nous pouvons la définir comme étant une attaque qui utilise la ruse pour voler les mots de passe. À l'inverse de l'attaque directe qui vole des mots de passe sur des postes ou lorsque vous frappez, vous saisissez au clavier, les attaques indirectes utilisent la ruse pour piéger et récupérer vos informations d'authentification à votre insu. Comme exemple, nous avons l'ingénierie sociale, l'hameçonnage, l'interception réseau. L'interception réseau, quant à lui, permet d'intercepter les communications téléphoniques. Ces outils permettent également de brouiller les communications.
Et pour ce qui est de l'ingénierie sociale, de l'hameçonnage et de l'intersection réseau, ils ont été expliqués dans la vidéo précédente. Donc pour en savoir plus, je te renvoie à la vidéo précédente pour comprendre mieux ces thèmes-là. Nous avons également les attaques indirectes par rebond et les attaques indirectes par réponse. Pour ce qui est du rebond, il présente deux avantages pour le pirate. Masquer son identité et éventuellement utiliser les ressources de l'ordinateur intermédiaire car il est plus puissant pour attaquer. Vous avez un schéma ici qui illustre une attaque indirecte par rebond. Vous voyez que l'attaquant ici attaque directement sa victime en passant indirectement sa victime en passant par un ordinateur intermédiaire. Pour l'attaque indirecte par réponse, elle dérive de l'attaque par rebond et offre les mêmes avantages du point de vue du hacker. Mais au lieu d'envoyer une attaque à l'ordinateur intermédiaire, comme vous le voyez sur le schéma, pour qu'il la répercute, l'attaquant va lui envoyer une requête à la place. Donc nous allons poursuivre avec la sécurité sur ces mots de passe. Donc comment sécuriser ces mots de passe? Le mot de passe est aujourd'hui, vous le savez sans doute, le mot d'authentification le plus utilisé. Mais nous avons vu dans cette vidéo que son utilisation n'était pas exempte de risques. Et est cependant plus que jamais essentiel de bien sécuriser son mot de passe, car il est souvent l'unique moyen de protéger vos données. Dans cette partie, où je préfère dire cette sous-partie, nous allons essayer de présenter 3 points. Premièrement, les critères d'un bon mot de passe. En 2, comment le mémoriser. Et pour terminer, comment éviter sa divulgation. Les critères d'un bon mot de passe. Tout d'abord, notez que lorsqu'un mot de passe apporte un niveau de sécurité suffisant, on parle de mot de passe fort. C'est-à-dire qu'il est difficile à découvrir par un attaquant dans un temps raisonnable à l'aide des outils automatisés de recherche qui mettent en œuvre les différentes techniques d'attaque vues précédemment. Pour rappel, il s'agit de l'attaque par dictionnaire, l'attaque par force brute, l'attaque par permutation, l'attaque par distribution et l'attaque de proximité. La plupart des systèmes d'authentification de nos jours utilisent au moins 10 caractères pour la taille d'un mot de passe. Et celui-ci est composé des majuscules, comme vous l'avez sur le schéma juste à la gauche. Il est composé des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Appliquons un peu cela et considérons que vous ayez appliqué les consignes citées plus haut. Pour 10 caractères numériques, par exemple, il y aura 10 milliards de possibilités pour tester et trouver le mot de passe. Et si nous prenons parmi ces caractères-là, 90 caractères listés dans la figure juste à gauche, on aura environ 35 milliards de possibilités. Vous voyez qu'ici, c'est vraiment énorme. C'est vraiment très énorme. Vous remarquez avec moi que cela rend la tâche vraiment difficile à un attaquant pour découvrir votre mot de passe, même en utilisant des outils automatisés. Donc, je vous déconseille vivement d'utiliser des mots de passe tels que vous le voyez à l'écran. Ballon, vous voyez qu'ici j'ai remplacé juste arrobas par A et O et 0 par O. C'est pas du tout un bon mot de passe. Donc, voici quelques règles pour définir un bon mot de passe. Définir au moins 10 caractères. Utiliser un jeu de caractères varié. Choisir au moins un élément de chaque groupe de caractères parmi les caractères listés juste à ma gauche. Éviter les rapports psychosociaux, évidemment, vous concernant, comme le nom, le prénom, la date de naissance, évitez cela. Évitez également les liens avec le nom du service pour lequel il est utilisé.
par exemple Sec Academic 5, moi je peux pas utiliser ce mot de passe, sinon vous remarquez que c'est pas du tout fort ce mot de passe là. Ou encore sa fonction, telle que ma chaîne Sec Academic, c'est pas évident, c'est pas bon du tout. Évitez cela. Bannir tout mot issu du dictionnaire, même sous forme dégradée. Puisque comme nous avons pu le voir, ceux-ci sont testés dès le premier niveau d'attaque. Donc évitez cela. Nous allons poursuivre avec le deuxième point qui est comment mémoriser un mot de passe fort. Les techniques habituellement utilisées pour mémoriser un mot de passe fort sont définir une phrase de mot de passe, utiliser la phonétique pour transformer les mots, conserver les premières lettres d'une expression ou encore d'une autre expression. Le premier point, définir une phrase de passe. Le principe de base ici est simple. Il consiste tout simplement à prendre plusieurs mots au hasard. Disons 6 par exemple. Sec Academic, la chaîne de cybersécurité. Ces mots de passe sont facilement mémorisables, mais en revanche difficiles à trouver par un individu malveillant. Ce sont juste des exemples ici, donc c'est à vous de définir vos propres mots de passe. Nous pouvons également utiliser une phrase telle que la Sec Academic propose une formation très intéressante en cybersécurité actuellement. Nous avons le deuxième point qui est la phonétique. Il consiste à retenir les sons de chaque syllabe pour fabriquer une phrase facile à retenir. Comme par exemple, j'ai suivi les 8 premières vidéos de l'introduction à la cybersécurité sur la Sec Academic. Vous voyez juste la transformation après. Comme deuxième exemple, nous avons j'ai 45 x 10, le tout divisé par 2 qui font 225. Vous voyez juste la transformation à gauche. On utilise ici la phonétique pour définir son mot de passe. Troisième point, conserver les premières lettres d'une expression. Elle consiste tout simplement ici à retenir les premières lettres d'une expression. Nous allons prendre comme exemple une formation très intéressante sur la Sec Academy. Vous voyez ici que juste après la transformation, on a essayé de retenir les premières lettres de chaque mot. Vous pouvez bien évidemment utiliser tout autre moyen mnémotechnique pour définir votre mot de passe. Gardez juste en esprit qu'il ne doit pas être facile à deviner par un individu malveillant. Et aussi bien possible de combiner toutes ces méthodes. Ce qu'il faut retenir ici est que ces différentes méthodes mnémotechniques vous permettront de définir des mots de passe sécurisés et faciles à retenir. Pour terminer cette partie sur comment mémoriser un mot de passe fort, une autre technique de mémoriser consiste à utiliser des coffres forts de mots de passe ou des points d'authentification uniques. Donc, troisième et dernier point, comment éviter la divulgation de son mot de passe. Nous avons vu jusqu'ici comment gérer et retenir son mot de passe de manière efficace. Mais là n'est pas le plus difficile. Le plus difficile reste à utiliser cela de façon à éviter sa divulgation. Pour être tout à fait honnête avec vous, le moyen le plus efficace d'éviter la divulgation est la vigilance. Il faut vraiment être très vigilant contre tout type de scénario de divulgation possible. Pour rappel, nous avons vu plusieurs scénarios plus haut dans cette vidéo. Donc, vous pouvez revoir la vidéo afin de mieux comprendre ces différents scénarios-là. Et pour terminer, voici quelques règles à suivre. Utilisez des mots de passe forts. Vous assurez de connaître la procédure de changement de mot de passe pour l'utiliser le jour où vous en aurez besoin. Utilisez des mots de passe différents sur des sites où vous vous inscrivez. Ne faites pas confiance dans des dispositifs d'accès à Internet dont vous ne connaissez pas le niveau de sécurité. Faites attention à la sécurité de votre propre dispositif d'accès Internet.
Activez les fonctions de double authentification. C'est très important quand elles sont disponibles sur les services que vous utilisez. Nous allons continuer cette vidéo avec comment gérer ces mots de passe. Nous nous rendons compte aujourd'hui que nous créons des comptes assez souvent et ces comptes doivent détenir des mots de passe pour pouvoir s'authentifier plus tard. D'après le contenu de cette vidéo, nous avons vu que utiliser un même mot de passe pour tous ces comptes n'est pas recommandé. Évitez surtout cela. Alors, chaque compte doit avoir son propre mot de passe. Vous allez sûrement vous poser la question actuellement, mais qu'est-ce qu'il raconte? Si j'ai environ 30 voire 40 comptes, comment je vais faire pour retenir 40 mots de passe ou 30 mots de passe? Donc, dans cette partie, nous verrons comment gérer la multiplication de ces mots de passe. Ensuite, nous verrons comment utiliser le logiciel qui gère ces mots de passe et pour terminer, comment utiliser ces mots de passe sur un réseau. Donc, le premier point, comment gérer la multiplication de ces mots de passe? La réponse à cette question vous permet également de protéger vos mots de passe contre la divulgation. De nos jours, la multiplication des services sur Internet tels que les forums de discussion, les commerces électroniques, les vidéoconférences et les téléconférences, pour ne citer que ceux-ci, font à ce que nous avons multiples comptes et de mots de passe associés. Pour gérer cette problématique, nous avons des solutions telles que les points d'authentification uniques et le coffre-fort de mots de passe. Nous allons essayer de parler des points d'authentification uniques, qui est encore appelé SSO pour Single Sign One. C'est une solution qui permet de centraliser les systèmes d'authentification de plusieurs applications ou systèmes. Vous avez souvent remarqué que lorsque vous accédez à certains sites pour créer un compte, il vous est souvent proposé d'utiliser votre compte Facebook ou Google. Pour rappel, ce sont aujourd'hui des points d'authentification les plus répandus sur Internet. Si vous êtes amené à choisir l'une de ces méthodes, alors vous n'aurez pas besoin de créer un compte ni de choisir un nouveau mot de passe pour ce service. Il suffira juste d'utiliser le point d'authentification unique. Et cette solution présente bien évidemment deux contraintes. Le mot de passe du compte utilisé comme point d'authentification unique est découvert ou vos données sont probablement partagées. Donc ici, on dira juste qu'au cas où le mot de passe du compte utilisé comme point d'authentification unique est découvert, alors toutes les applications qui utilisent cette solution sont tous exposées. L'attaquant pourra alors accéder aux différentes données stockées sur ces applications. Et pour ce qui est de vos données, ces points d'authentification permettent généralement aussi de partager des informations entre les services, en vous demandant bien sûr votre accord. On va ici supposer que vous utilisez Facebook en tant que point d'authentification unique pour une application mobile de e-commerce, par exemple. Alors, cela peut impliquer la publication de vos achats sur le mur de Facebook. Ils peuvent également utiliser vos données à des fins commerciales ou bien les revendre à d'autres services. C'est pour cette raison que je vous recommande de lire les conditions générales de l'utilisation de vos données avant d'accepter l'inscription sur ces différents sites. Nous avons l'utilisation d'un coffre-fort. Si vous optez alors pour cette solution, alors vous avez toujours plusieurs mots de passe à retenir malgré l'utilisation des points d'authentification uniques. Dans cette sous-partie, nous verrons comment utiliser un coffre-fort de mots de passe pour gérer ces mots de passe. Définissons d'abord un coffre-fort. Un coffre-fort est un logiciel spécialisé dans la gestion des mots de passe. Il permet de centraliser le stockage de tous ces mots de passe dans une base de données dont le contenu est chiffré. Donc, même si un individu quelconque tombe sur ce mot de passe, il ne pourra
pas lire son contenu. Et bien sûr, il présente des avantages et des inconvénients. Comme avantage lié à l'utilisation d'un coffre-fort, nous avons l'authentification d'accès, le chiffrement du contenu, la possibilité de gérer des mots de passe robustes, base de données transportable, un seul mot de passe complexe à retenir. Et comme inconvénient, il nécessite un équipement informatique de confiance et nécessite plusieurs sauvegardes. Nous allons essayer de donner quelques exemples de mots de passe et dire s'ils sont payants ou gratuits. Vous verrez juste après, entre parenthèses, s'il est gratuit ou payant. Nous avons comme exemple Bitwarden, KeePass XC, LastPass, OnePassword, KeePass X, NordPass, KeePass. Donc, le troisième point ici, les logiciels qui manipulent ces mots de passe. Certains logiciels de gestion des mots de passe tels que Microsoft Outlook par exemple, vous demandent lors de la configuration de mémoriser le mot de passe de votre messagerie. Des navigateurs tels que Google Chrome vous demandent évidemment, lorsque vous vous authentifiez, de mémoriser votre mot de passe. Dans les deux cas, il est recommandé de ne pas accepter cela, car ça peut conduire à une divulgation de mots de passe. Il est également recommandé d'utiliser un mot de passe pour son ordinateur ou téléphone mobile. Je devrais normalement, dans cette vidéo ou cette partie, vous montrer comment configurer un coffre-fort de mots de passe avec l'un des outils sélectionnés. Mais vu que la vidéo est assez longue, je le ferai dans une prochaine vidéo et je la publierai dans la playlist Lab sur la formation Introduction à la cybersécurité. Donc, restez connectés. Abonnez-vous et activez surtout la cloche de notification. Là, au cas où la vidéo est publiée, vous recevrez directement la notification. Donc, cette vidéo sera également constituée de toutes les mises en pratique que nous avons vues dans celle-ci. Je pense que nous avons fait le tour complet sur le mot de passe. Je ne vois plus trop ce qu'on peut ajouter, mais néanmoins, s'il y a d'autres trucs à ajouter, je le ferai dans une prochaine formation. Nous allons donc terminer cette partie avec la transmission de mots de passe sur un réseau. Le principe ici est simple. Avant de naviguer sur Internet, rassurez-vous que les sites que vous consultez ou que vous vous authentifiez sont fiables. Il est identifiable grâce au protocole HTTP. J'explique cela dans la vidéo 5 de cette formation intitulée « Naviguer en toute sécurité sur Internet ». Vous devez noter que HTTPS est la version sécurisée avec le S pour sécurité, alors que HTTP est la version non sécurisée. Cela s'applique également pour les protocoles de messagerie tels que IMAP et SMTP, qui ont pour version sécurisée IMAP-S et SMTP-S. Terminons cette partie avec quelques conseils généraux. En cas de compromission d'un service ou de sa base de données, il est nécessaire de disposer d'un moyen de changer son mot de passe. Changez régulièrement votre mot de passe, donc généralement 90 jours après, vous pouvez changer votre mot de passe. Vérifiez que les protocoles que vous utilisez sont sécurisés. L'utilisation d'un coffre-fort de mots de passe peut être une excellente solution si elle est maîtrisée et correctement utilisée. Avant d'utiliser des points d'authentification uniques, lisez les conditions générales d'utilisation et restez vigilant quant aux informations qui seraient potentiellement transmises au service en question. Donc, on va terminer cette partie sur le mot de passe avec quelques questions auxquelles vous allez répondre dans les commentaires pour cette partie. Je reçois un courrier de ma banque me demandant de me connecter en ligne pour vérifier une information de virement d'une somme importante que j'aurais réalisée. Je clique sur le lien pour
voit de quoi il en retourne et le site internet qui s'affiche ressemble en tout point à celui de ma banque. Mais l'adresse du site n'est pas celle que j'utilise d'habitude. Que faire? A. Je ne m'authentifie pas. Je ferme mon navigateur et je déclare le mail comme spam. En B, je vérifie que le site web me présente bien un certificat de sécurité valide par le site visité. Et C, je ne vais jamais sur le site de ma banque par l'intermédiaire d'un lien cliquable dans un courrier. J'y vais comme d'habitude en ouvrant mon navigateur et en saisissant moi-même l'adresse du site. Deuxième question, je suis dans un hôtel et je dois me connecter à ma messagerie en ligne. Le seul moyen disponible pour cela est d'utiliser l'ordinateur de l'hôtel qui est en accès libre. Cette opération est-elle risquée? Réponse A, oui. Réponse B, non. Et troisième question, j'utilise un même mot de passe pour tous les sites internet auxquels je suis inscrit. Et ce matin, j'apprends que l'un d'eux s'est fait voler des millions de mots de passe utilisateurs lors d'une attaque informatique. Que faire? En A, je change vite mon mot de passe sur le site en question et sur tous les autres sites où je l'ai utilisé. Et B, je conserve ce mot de passe sur le site, mais je le change sur tous les autres sites où je l'ai utilisé. C, ces sites sont sans intérêt. Il n'y a donc aucune raison de changer ce mot de passe. Donc, j'attends vos réponses dans les commentaires à ces questions posées pour terminer cette première partie. Et nous allons poursuivre avec les appliances de sécurité. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des appliances de sécurité. Cette partie est beaucoup plus réservée aux entreprises. On peut également appeler appliances de sécurité, appareils de sécurité. Notez qu'il n'existe actuellement aucun appareil de sécurité ni d'éléments technologiques qui puissent résoudre tous les besoins en matière de sécurité de réseau. Seuls les responsables chargés du système informatique doivent déterminer quels outils seront les plus efficaces dans le cadre de leur système de sécurité. Notez aussi bien que les dispositifs de sécurité peuvent également être des outils logiciels fonctionnant sur un périphérique réseau. Les appliances de sécurité sont généralement réparties en 6 catégories. En donnant la catégorie ici, nous allons essayer de définir. Nous allons commencer par routeur. C'est un équipement informatique dont le rôle principal est d'interconnecter divers segments de réseau. Cependant, il peut également offrir des fonctionnalités de base de filtrage du trafic. Et ces informations peuvent vous aider à définir quel ordinateur d'un segment de réseau donné peuvent communiquer avec quel segment de réseau. Nous avons le pare-feu. Le pare-feu qui analyse plus en détail le trafic réseau lui-même et identifie les comportements malveillants à bloquer. Les pare-feux peuvent également avoir des politiques de sécurité sophistiquées appliquées au trafic qui les traverse. Nous allons revenir par la suite sur le pare-feu. Les systèmes de prévention contre les intrusions qui, quant à eux, utilisent un ensemble de signatures qui mettent en correspondance et bloquent le trafic malveillant et les attaques. Nous avons les réseaux privés virtuels qui, eux, permettent aux collaborateurs distants d'utiliser un tunnel chiffré sécurisé depuis leur terminal mobile et de se connecter en toute sécurité au réseau de l'entreprise. Nous avons les anti-malware et antivirus qui, eux, utilisent des signatures ou une analyse comportementale des applications pour identifier et bloquer l'exécution d'un code malveillant. Et autres dispositifs tels que les appliances de sécurité web de messagerie
les appareils de chiffrement, les serveurs de contrôle d'accès client et les systèmes de gestion de la sécurité. Donc, nous allons revenir sur le pare-feu pour essayer de détailler un peu cela. Nous allons commencer par le définir. Un pare-feu est un mur ou une partition conçue pour prévenir la propagation du feu d'une partie du bâtiment vers une autre. Donc en informatique, c'est tout simplement un équipement conçu pour contrôler ou filtrer les communications autorisées à entrer dans un dispositif ou dans un réseau, ainsi que celles autorisées à en sortir. Un pare-feu peut être installé sur un seul ordinateur afin de protéger ces derniers, ou encore être un périphérique réseau autonome qui protège tout un réseau d'ordinateurs et tous les appareils sur ce réseau. De nos jours, les attaques informatiques et les attaques du réseau sont devenues plus sophistiquées, raison pour laquelle de nouveaux types de pare-feux ont vu le jour afin de pouvoir répondre à différents objectifs dans la protection d'un réseau. Nous pouvons citer, entre autres, les pare-feux de couche réseau ou NAT. Donc nous allons essayer ici aussi à chaque fois d'expliquer, de donner le rôle du pare-feu en question. Pour ce qui est du pare-feu de couche réseau ou encore NAT, il filtre les communications en fonction des adresses IP, sources et de destination. Les pare-feux de couche transport, qui quant à eux utilisent un filtre basé sur les ports, sources et de données de destination et des états de connexion. Les pare-feux de couche applicative, ils filtrent les communications en fonction d'une application, d'un programme ou d'un service. Les pare-feux de couche sensible ou contexte, qui filtre les communications basées sur l'utilisateur, l'appareil, le rôle, le type d'application et le profil de la menace. Les serveurs proxy, eux, filtrent des requêtes de contenu web tels que les URL, les noms de domaine et les types de médias. Nous avons les pare-feux d'hôtes qui filtrent des ports et des appels système sur un seul système d'exploitation d'ordinateur. Nous avons la traduction d'adresses réseau qui, quant à eux, cachent ou masquent les adresses privées des autres réseaux. Et pour terminer, les serveurs proxy inverses. Ils sont placés généralement à l'avant d'un serveur web et servent à protéger, masquer, décharger et distribuer l'accès au serveur web. Je pense que nous avons fait le tour et que la vidéo est assez longue. Je vais m'arrêter donc ici pour vous laisser le temps d'assimiler ce que nous avons vu. Comme je n'ai cessé de le dire dans la vidéo et dans les précédentes vidéos, le risque zéro n'existe pas en cybersécurité. Donc malgré toutes les mesures que nous mettons et que nous proposons ici pour sécuriser ces données, le risque zéro n'existe pas. Vous êtes toujours exposé à un risque. Donc, le moyen le plus efficace d'éviter cela est d'être vigilant. Soyez vraiment vigilant. Ajoutez à cela les méthodes qu'on a montrées ici. Donc, voici également quelques questions auxquelles vous allez répondre dans les commentaires. Trouvez les bonnes réponses pour les propositions 1, 2 et 3. Pour la première, un petit réseau local Internet avec des ordinateurs nécessite un accès à Internet à l'aide d'une seule connexion Internet. 2. Par défaut, Windows essaie de bloquer l'accès aux applications exécutées sur le PC Windows à partir d'autres ordinateurs du réseau. Et 3. Les employés qui utilisent des ordinateurs sur le même réseau ne sont pas autorisés à accéder à des URL spécifiques tels que les sites de jeux. Bon, A, vous avez les serveurs proxy. B, vous avez les pare-feux ou NAT encore, pare-feu NAT. Et C, vous avez les pare-feux d'hôtes.
Bon, la cinquième question. Actuellement, est-ce qu'il est possible de trouver une application de sécurité unique qui répond à tous les besoins d'une entreprise en matière de sécurité des réseaux? Vous allez répondre par A, qui est vrai, ou B, qui est faux. Et vous pouvez également justifier dans les commentaires. Et sixième question pour terminer. Quel nom est donné à un périphérique qui contrôle ou filtre le trafic entrant ou sortant du réseau? A, vous avez le routeur. B, vous avez le pare-feu. Donc pour répondre, vous pouvez juste mettre le numéro de la question et la réponse par la suite. Si vous n'arrivez pas à répondre, alors prenez le temps de reprendre la vidéo en prenant des notes. Pour ceux qui ont encore besoin d'éclairage après avoir suivi cette vidéo ou l'ensemble de la formation jusqu'ici, vous pouvez nous contacter sur nos différents réseaux Instagram, Telegram, Facebook ou encore par mail. Les liens sont juste dans la description. Donc, si tu n'as pas encore liké la vidéo jusqu'ici, je t'invite à le faire et vérifie que tu es abonné à la chaîne. Si tu ne l'es pas encore, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si la vidéo t'a plu, partage sur tous tes réseaux sociaux afin d'agrandir la communauté SEC académique. Je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.